Bonjour, bienvenue dans Festival Santé, l'émission qui met en lumière le bien-être et la diversité de chacun. Aujourd'hui, nous avons choisi de consacrer cette édition à un thème essentiel, les enfants avec des besoins spécifiques. Les thématiques qui seront évoquées sont notamment la dyslexie, le TDAH, la dyspraxie et autres. Pourquoi cette émission ? Eh bien, parce que chaque enfant mérite d'être compris, soutenu et valorisé. Avec la parole de spécialistes, de parents, de témoignages de gens, nous comprendrons mieux leur réalité. Et notre but, c'est évidemment d'informer, briser les idées reçues. Autour de la table, animatrice et maman, nous allons faire un tour de table. Ensemble, nous allons montrer que la différence n'est pas un obstacle, mais une richesse pour notre société. Le Festival Santé est aussi un espace pour célébrer aussi la force de ces enfants extraordinaires. Et justement, je fais partie d'une maman de ces enfants extraordinaires. Et moi, je suis aussi une maman d'un enfant extraordinaire. Donc moi, ma fille, elle est dyslexique. Et moi, donc, je suis Montaigne, je suis animatrice enfance-jeunesse référente inclusion au centre social de Chemillé. Nous accueillons maintenant 3 personnes du public qui vont répondre à un quiz. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à notre petit quiz donc, autour du TDAH et de la dyslexie. Alors, on va commencer donc par vous. Première question. Le TDAH disparaît toujours à l'âge adulte. Vrai ou faux ? Faux. Faux. Faux aussi. Très bien. C'est faux. Il peut persister même si certains apprennent à mieux le gérer. Donc, il continue. Deuxième, le TDAH a une base neurobiologique. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai. Ouais, vrai. Vrai. Alors, des différences de fonctionnement cérébral et génétique sont impliquées. Alors, d'après le petit guide illustré du TDAH de Alice Gendron, le cerveau d'une personne avec un TDAH est différent des autres. Le TDAH étant un trouble du neurodéveloppement, le cerveau des personnes touchées s'est développé différemment de celui des autres. Bien qu'il existe que peu d'études sur le sujet, une expérience a permis à des scientifiques d'identifier 79,3% de personnes diagnostiquées TDAH uniquement grâce à un examen de la structure de leur cerveau. Donc, c'est vrai que le TDAH a une base neurobiologique. Le TDAH, troisième question, est causé par une mauvaise éducation. Non. Vrai ou faux ? Non, faux. Faux, totalement faux. Ce n'est pas lié à l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Le terme 10 peuvent se manifester par différents troubles. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Vrai. Oui, vrai. Vrai. Il y a différents troubles dyslexiques. Donc il y a la dyslexie qui est le trouble de l'identification du mot écrit qui rend difficile l'automatisation de la lecture et l'écriture. Il y a la dysorthographie qui est un trouble de l'orthographe et de l'expression écrite. Il y a la dysphasie, le trouble du langage oral, donc il y a des difficultés de compréhension ou d'expression. Il y a la dyspraxie, qui est le trouble de la planification et de la coordination des gestes et des mouvements volontaires, générant notamment de la maladresse. Il y a la dyscalculie aussi, qui est le trouble du calcul et du raisonnement logico-mathématique. Difficulté pour se représenter les quantités, les distances et les durées. Ensuite, les troubles 10 disparaissent en grandissant. Vrai ou faux ? Faux. Faux. Ce sont des troubles durables, mais on ne peut apprendre à compenser avec les outils et stratégies. Témoignage audio d'Élodie Pichon, 40 ans et maman de 2 enfants. Bonjour, alors moi c'est Élodie Pichon, maman de 2 enfants, j'ai 40 ans. Je suis dyslexique et dysorthographique. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'est une maladie qui ne s'en va pas. C'est quelque chose qu'on a à vie. Par contre, avec, les années, on arrive à se construire et on arrive en fait à pallier au dysfonctionnement, neurologique. On a des outils aujourd'hui qui sont adaptés aux personnes, qui subissent ces symptômes-là.
On a aussi, la possibilité d'être aidé sur notamment les adaptations, potentielles sur, les examens où on a du temps supplémentaire pour pouvoir réaliser nos travaux. Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les correcteurs d'orthographe, mais c'est vrai on est facilement jugé par ne connaissant pas notre orthographe, pas avoir été assidu à l'école alors que c'est pas forcément ça. C'est surtout que ça s'imprime pas en fait, notre cerveau, il enregistre pas les informations et ça, c'est très compliqué. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, la lecture, c'est toujours, très compliqué pour moi et autant vous dire que quand j'écris, j'écris avec une multitude de fautes et donc pour moi, les outils vocaux sont, les plus adaptés. Mais oui, c'est une adaptation, de voilà, de longue échéance et puis, toutes nos vies, on doit s'adapter en fait à ce trouble. Dernière question. Les élèves 10 ne peuvent pas réussir à l'école. Vrai ou faux? Faux. Faux. Avec des aménagements. Donc maintenant, ils ont les ordinateurs, du tiers-temps, des méthodes qui sont adaptées et les enfants peuvent très bien réussir. Merci beaucoup pour votre participation. Nous sommes maintenant sur la partie scientifique. J'ai autour de la table des spécialistes. Je vais laisser mesdames se présenter, chacune son tour. Donc j'ai une psychométricienne, une orthopédagogue, une enseignante et 2 enseignantes. Allez-y. Donc moi, je suis Mathilde Pichon, je suis orthopédagogue. Je vous présente maintenant. Oui, vous pouvez très bien vous présenter. Donc moi, je suis spécialiste des apprentissages, plus que des troubles, même si je les connais. J'interviens auprès de personnes souffrant de troubles ou non. Et je ne parle pas des troubles dans mon métier, mais vraiment des besoins de chacun. Mon public, c'est à la fois des enfants, des adolescents et des adultes qui rencontrent des difficultés toujours en lien aux apprentissages. Très bien. Voilà. Alors moi c'est Hélène, je suis psychomotricienne. Donc mon métier il est principalement orienté sur les troubles des apprentissages, en tout cas en libéral, TDAH ou troubles du développement. Je vais venir accompagner les difficultés des premières inquiétudes que rencontrent soit les familles, soit les enseignants qui détectent dans la scolarité des enfants. Et puis voilà, je suis un peu en première ligne, on vient me consulter pour savoir pourquoi ça se passe pas bien dans l'environnement familial, dans l'environnement scolaire. Et puis après, on va dérouler ça à travers un bilan et puis orienter s'il y a besoin d'aller plus loin au niveau du diagnostic. Mais sinon, on peut rester aussi juste au niveau de l'accompagnement pour pallier les difficultés que les enfants rencontrent. D'accord. Au niveau des enseignantes, d'après vous, quels sont les premiers signes qui alertent en fait, qui vous alertent en fait sur ce genre de troubles? Un enfant qui est malheureux et qui ne rentre pas dans les apprentissages. Encore ça il y a plus, et surtout un enfant qui est malheureux. Et donc on se dit, oh là, il y a un problème. Et donc là, on fait appel où on peut. D'accord. On fait faire des bilans. Donc vous avez surtout les classes vous avez eu les classes de primaire, Alors, c'est ça? oui, moi j'étais enseignante, je suis à la retraite. D'accord. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Et c'est vrai que j'étais moi-même un peu 10, mais vu l'âge que j'ai, on n'en parlait pas du tout. Et donc j'ai eu une sensibilité peut-être plus précoce que d'autres, parce que en tant qu'enseignante, parce que je me suis dit ah oui, alors lui, oui, à mon avis il y a quelque chose, parce qu'en fait ce sont des handicaps qu'on ne décelait pas et on n'en parlait pas du tout. Hein. À l'époque. On n'en parlait pas du tout. Alors en tant qu'enfant, alors pas du tout. Et puis après moi en début d'enseignante, encore très peu, très peu. Et ça fait 40 ans, hein, donc ça fait pas beaucoup. Hein. Très bien. Et moi, je dirais, alors moi j'ai des CE2, CM1, CM2. Je dirais que cibler la difficulté, c'est pas du tout facile pour les enseignants parce que en fait, c'est souvent noyé dans la difficulté que je pourrais dire ordinaire. En fait, on va repérer des enfants qui ont des troubles de la lecture,
des troubles de l'écriture, des problèmes pour coordonner leurs gestes, des problèmes de gestion du matériel, de déconcentration, etc. Sauf que on ne sait pas s'il y a quelque chose, vraiment un trouble de l'apprentissage derrière. Et en fait, au départ, c'est noyé dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos classes tous les jours, c'est notre boulot. Et ça demande vraiment d'abord un travail d'équipe pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est pas toujours facile quand les parcours des enfants, par exemple, s'ils ont déménagé ou si voilà, ils ont changé d'école, etc. Et puis après, ça demande aussi du temps. En fait, il faut mettre en place plein de choses, le soutien ordinaire, alors soit avec les membres du RASED, du réseau d'aide, soit dans la classe. Et puis au bout d'un moment, quand on voit que ça ne fonctionne pas, ou comme vous dites, les signes d'un enfant triste, mais c'est aussi un enfant souvent très fatigable. Les enfants 10, on leur demande 2 fois plus d'efforts, ou même plus que ça, 10 fois plus d'efforts que les autres. Et du coup, ils se fatiguent pour tout. Et ça, c'est des signes qui nous alertent. Et là, on commence à se dire, il y a peut-être quelque chose. Ce n'est pas une difficulté passagère, voilà, c'est que vraiment il y a quelque chose. Il y a quelque chose et qu'en fait, ils ne sont pas feignants, ils ne sont pas nuls, ils ne sont pas... C'est pas de la mauvaise Au contraire, volonté, ils sont souvent curieux, motivés, ils ont envie de réussir. Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Et là, il faut qu'on fasse appel à des personnes qui vont nous épauler. Justement, c'est ma question suivante. Donc, du coup, quelles sont les adaptations pédagogiques simples qui peuvent aider en fait un enfant 10 ou un TDAH en classe ? C'est avant tout, en fait, quand on arrive à ce niveau-là, c'est avant tout les spécialistes qui nous aident. Parce que nous, on a 25, 26, 27 enfants avec des spécificités. Et donc, si on n'a pas ces aides beaucoup plus spécifiques au niveau de chaque enfant, on est à côté. Hein, et on n'est pas efficace. Donc, c'est surtout les spécialistes. Je veux bien rebondir justement un peu sur ce qui a été dit par les 2 personnes avant, sur le fait que c'est important que l'école ait essayé déjà des solutions, le RASED, etc. Et que nous, on intervient après ça, une fois que des choses ont été essayées à l'école, on voit que ça n'est pas suffisant et c'est après ça qu'on va intervenir. Et pour parler de l'orthopédagogie en particulier, dans la manière d'accompagner les enseignants, en fait, nous, le cœur du métier, il va être d'être un maillon. On va travailler à la fois avec les personnels médicaux, paramédicaux et l'école. Et l'idée, c'est d'aller trouver comment mettre en place des stratégies, des outils qui peuvent être transférés et utilisables en classe. Et on a aussi un aspect qui est d'accompagner les enseignants à mettre en place des choses pour ces enfants-là, mais plutôt que de proposer encore des adaptations, des choses différentes pour tel enfant ou tel enfant, on va aussi essayer de réfléchir à l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on va chercher à mettre en place des choses qui pourront être bénéfiques pour cet enfant, mais qui répondront aux besoins aussi d'autres enfants de la classe. Et finalement, plutôt que de faire encore un petit peu différent, on va essayer de faire juste un peu différemment, pour éviter de s'épuiser aussi en tant qu'enseignant et finalement répondre aux besoins de cet enfant, mais s'apercevoir que d'autres enfants avaient ces besoins-là, même s'ils n'ont pas forcément de troubles. Par exemple, quand on avait des casques, ce qu'on a sur eh bien, on en mettait 10. Donc, en sachant qu'il y en avait 1 ou 2 qu'on avait réellement besoin, mais les 10 étaient presque tout le temps pris. Et l'idée, c'est, par rapport à cet exemple, justement, c'est super de mettre à disposition ces casques, mais parfois on dit à l'enfant, allez, mets le casque pour pouvoir t'isoler dans ta bulle pour travailler, mais notre rôle d'orthopédagogue, c'est ok, tu es gêné par le bruit, tu prends conscience que c'est quelque chose qui te gêne, et on va aller essayer de chercher dans quelle situation ça te gêne, comment est-ce que tu t'aperçois que ça te gêne, pour que toi, tu sois capable tout seul de décider, là, maintenant, j'ai besoin du casque. Et du coup, être autonome dans l'utilisation des aménagements. Très intéressant, en effet. On mettait aussi des sièges adaptés. Bon, on n'aurait mis qu'un. Ça aurait stigmatisé l'enfant. On en mettait. Alors là, après, c'était un peu la guerre à qui l'aurait. Mais au moins, on se dit, au moins, celui qui en a besoin, il l'a. Et c'est ça ce qui permet de passer outre, en fait. Après, ça peut aller plus loin. Il y a beaucoup de méthodes de compensation. Il y a les aménagements qu'on va faire vraiment, on peut peut-être dire léger, comme on va mettre un casque ou
on va fournir des supports écrits d'une autre façon, ou qui va être le travail au quotidien dans nos classes. Et puis, il y a des enfants pour qui souvent le diagnostic a été fait, qui ont un diagnostic à la MDPH et qui vont avoir par exemple du matériel adapté avec des ordinateurs, des logiciels de prédiction, parce qu'ils sont en incapacité d'écrire un texte comme le font les autres. Ils vont avoir un logiciel de reconnaissance vocale, c'est-à-dire qu'ils vont dicter le texte qu'ils veulent raconter. Et c'est le logiciel qui va écrire, une souris scanner. Enfin, il y a plein d'outils auxquels on peut avoir accès en passant par les bons chemins. C'est ça qui n'est pas toujours facile, de trouver le bon chemin. Oui, c'est ça. C'est passer par les bons chemins, mais surtout avoir énormément de liens entre les professionnels, les enseignants, les parents. Parce qu'on peut très bien mettre un outil en place, mais en fait, s'il n'est pas bien utilisé, il n'a aucun intérêt. Moi, je reçois beaucoup d'enfants qui me disent en classe, on a plein de choses. On peut mettre le casque, on a parfois des assises dynamiques, des choses comme ça. Mais ils ne savent pas les utiliser. Voilà, comme disait Mathilde, en fait, ils ne savent pas les utiliser parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils en ont besoin. Ils ont une méconnaissance totale de leur propre fonctionnement. Et c'est en ça que l'accompagnement, il est indispensable pour eux. C'est de comprendre déjà leurs difficultés, parce que les 3/4 du temps, ils viennent en disant « je sais pas, on m'a dit qu'il fallait que je vienne ». Et voilà, pour eux, on parle de plein de mots compliqués. C'est compliqué pour tout le monde, franchement. Et ils ont juste besoin qu'on mette des mots simples sur leurs difficultés et qu'on leur apprenne comment ils fonctionnent pour eux trouver leurs propres outils pour fonctionner de la manière la plus efficace possible, même si pour certains ça prendra du temps et certains aménagements qu'on proposera, ça fonctionnera pas parce que en fait ça leur convient pas, tout simplement, et c'est eux qui vont nous apprendre quels aménagements ils ont besoin. D'accord, donc c'est vraiment un travail d'équipe en fait, c'est vraiment pas juste une spécialiste, par exemple psychométricienne, qui va venir gérer le TDAH ou le DIS, c'est vraiment une équipe clinique qui va pouvoir gérer ces genres de troubles, si je comprends bien. C'est strictement impossible, même si on est spécialiste, en fait nous on est juste spécialiste parce qu'on a connaissance des détails du fonctionnement et de comment amener l'enfant à transformer un petit peu la façon dont il fonctionne, mais on intervient ponctuellement. Moi, j'interviens 1 à 2 fois par semaine. C'est rien dans le quotidien d'un enfant. C'est une petite poudre dans ce qu'il a besoin. C'est juste le fonctionnement global du lien entre l'école, les parents et les spécialistes qui permet d'accompagner l'enfant. S'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'accompagnement. Il y a des collaborations qui sont super efficaces. Nous, à l'école, on a un ergothérapeute qui intervient régulièrement. Et du coup, il intervient pour apprendre à utiliser les ordinateurs aux enfants. Et il intervient juste à côté de ma classe. Et en fait, on se parle beaucoup et la mise en pratique se fait en direct, tout de suite, dans la classe. Donc ça, c'est hyper efficace, quoi. Oui, c'est pas théorique, c'est vraiment j'applique tout de suite. Mais tu as raison, c'est le travail en commun, c'est essentiel. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à voir ça, il va chez l'orthophoniste ou la psychomotricienne, et de prendre ça comme des choses les unes à côté des autres. Mais en fait, une grande partie de notre travail, c'est aussi échanger entre nous, parce que pour pouvoir bien accompagner un enfant, il faut savoir comment il se comporte à la maison, quelles sont ses difficultés. Pareil pour l'école, qu'est-ce qui est travaillé avec tel ou tel professionnel, qu'est-ce qui fonctionne avec lui, sur quoi on va pouvoir s'appuyer, etc. Et en fait, cet échange, cette communication, elle est fondamentale pour pouvoir accompagner l'enfant. Elle est essentielle. Ouais. Elle est essentielle. Et avec le temps, justement, si c'est pas diagnostiqué justement en primaire ou dans un petit âge, comment ça se passe plus grand? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile de faire cette justement... Non, c'est extrêmement compliqué quand les aménagements, en tout cas quand les diagnostics n'ont pas été
posé avant l'entrée au collège. Après, c'est un réel parcours du combattant. C'est-à-dire que le collège est nettement moins sensible aux aménagements spécifiques des enfants et c'est extrêmement compliqué pour eux pour la suite, pour obtenir des tiers-temps, pour obtenir du matériel pédagogique et pour obtenir juste la compréhension. Alors, j'ai tout mon respect envers les enseignants, mais c'est vrai que dès qu'on passe au collège, ça semble vraiment très très compliqué pour les enseignants d'entendre la spécificité des enfants et la possibilité de leur octroyer des aménagements. Mais ça change aussi. J'ai un petit peu de recul, je suis une vieille enseignante moi, et je peux vous dire que petit à petit il y a des pas qui sont faits quand même. Derrière moi, il y a la première élève dyslexique que j'ai accompagnée et j'en vois déjà la différence maintenant. On sent quand même qu'il y a des choses qui se passent, il y a de l'écoute, de l'ouverture, parce que c'est un sujet dont on parle. Et les petits pas se font quand même. Ça prend beaucoup de temps. Effectivement. Ce qui est difficile aussi avec des diagnostics qui vont être posés plus tard avec des enfants qui sont au collège, c'est qu'on est dans une période de leur vie, préadolescence, adolescence, qui est déjà difficile. Et pour eux-mêmes, la propre acceptation en fait de cette différence, elle est très difficile. Moi, j'accompagne en ce moment un jeune qui me dit, mais je ne veux pas... Enfin, il n'a pas réussi à me le dire, c'est ses parents qui me l'ont dit. Il ne peut pas parler de son trouble parce que ça veut dire nul. Et en fait, ils sont déjà dans une période de construction qui est fragile, où émotionnellement, il y a plein de choses. Enfin, voilà. Et c'est très difficile, je pense que c'est encore plus difficile à cet âge pour eux de l'accepter. Et du coup, d'accepter l'aide aussi. Il faut qu'ils se mettent en relation avec une personne qui a réussi et qui est dit. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est des personnes en plus, je crois, qui ont beaucoup besoin de manque de confiance, donc ont besoin... Je suppose qu'on leur dise souvent que si vous allez y arriver, je suppose, non ? Ouais. Et de valoriser. Et en fait, ils ont un manque de confiance parce que depuis leur enfance, on leur renvoie leurs difficultés. Enfin, on les valorise pas, ils se retrouvent en permanence face à l'échec et du coup ils se construisent avec cette image de de toute façon je suis un enfant qui échoue donc je suis nul, je vais pas y arriver. J'essaye même pas parce que je sais que je vais pas y arriver. Donc forcément la confiance elle en prend un coup, l'estime de soi elle en prend un coup et on a des enfants qui sont extrêmement mal dans leur peau et encore plus à l'adolescence en effet où c'est quasiment impossible pour eux d'entrevoir leur valeur. Enfin, je pense juste pareil à un jeune là, que je viens de bilanter où dans le bilan, je dis mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes chez toi ? Quelles sont tes qualités ? J'en ai pas, je suis juste nulle et je veux... Enfin voilà. Ah, ouais. Ah, mais il faut qu'ils se mettent en relation, j'en connais moi. Et d'où l'importance et qu'on devrait donner à l'école toujours de valoriser pas seulement les réussites mais les efforts et tout l'effort qui est mis, la persévérance et en fait on peut dire à un enfant bravo, tu vas vraiment essayer, tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave en fait, on va pas en parler ça d'avoir réussi ou pas mais tu as essayé, t'as testé des choses et bravo pour ça et il faudrait... T'as juste fait de ton mieux. Ouais. C'est ça. Et les troubles de l'apprentissage en fait c'est qu'une toute petite partie de notre vie, en fait, mais ça prend tellement de place. C'est pas normal. Enfin, il y a tout le reste à côté et ça n'empêche personne de vivre, d'avoir des troubles de l'apprentissage. Il y a plein d'autres choses à faire. C'est quelque chose qui nous gêne pour quelque chose de précis. L'école et les apprentissages purement scolaires, c'est tout. C'est ça. Après, ça affecte aussi le fonctionnement au travail ou même l'état psychique. Enfin, moi, j'ai souvent... pour rebondir sur ce que vous disiez, que les troubles des apprentissages à l'époque, c'était même pas évoqué. Quand je reçois les enfants ou les parents évoquent les difficultés, qu'on amène une hypothèse diagnostique, parce que moi je suis pas médecin et je vais pas poser de diagnostic, mais les parents ils disent « Ah, mais d'accord, mais peut-être que moi aussi alors !» C'est très souvent ça. Et est-ce que vous avez une anecdote ou un souvenir quand même positif d'accompagnement qui illustre justement les progrès qui peuvent être possibles ? Alors moi je pense à une petite fille avec qui je travaille encore actuellement. Elle était l'année dernière dans une école et elle a changé à la rentrée. Dans son ancienne école, elle avait l'image d'une petite fille très effacée, renfermée, qui parlait extrêmement peu, qui n'allait pas vers les autres,
qui restaient figés en classe. Et on a travaillé cet été, on a essayé de ramener de la confiance, justement de souligner sa capacité à faire des progrès, peu importe l'ampleur du progrès. Et là, elle a changé d'école avec un regard totalement neuf. Et aujourd'hui, quand j'en discute avec l'enseignante, c'est une petite fille qui rigole, qui joue avec les autres sur la cour, qui essaye en classe, etc. Et ça souligne vraiment l'importance de la présomption de compétences, c'est-à-dire personne ne peut juger de la capacité à progresser d'un enfant, ni jusqu'où il est capable d'aller. Donc on doit considérer qu'on peut toujours l'emmener plus loin et l'aider à mieux réussir. Et là, c'est flagrant. Enfin, cette transformation, elle l'illustre parfaitement. C'est magnifique. Alors, il y aurait plusieurs situations, mais moi j'ai envie d'évoquer une situation qui était très difficile. La maman, quand elle a pris contact avec moi, il était 21h30, elle était en larmes avec sa fille enfermée à clé dans sa chambre, qui avait un TDAH et qui avait des émotions très explosives. Et l'équilibre familial était très impacté par les difficultés émotionnelles de cette petite fille. Et en fait, l'accompagnement et le fait de mettre des mots, de trouver des stratégies ensemble pour nommer les émotions et les vivre sans les enfouir, mais les vivre sans qu'elles explosent et qu'elles débordent. Et ben cette petite fille, je la suis plus, et c'est parce qu'elle a pu retrouver cet équilibre émotionnel, et en fait tout l'équilibre familial a pu s'apaiser. Enfin, c'était des parents qui étaient au bord du divorce à cause de cette situation-là, et aujourd'hui, c'est une famille qui est heureuse parce qu'on a posé des mots sur les difficultés de l'enfant, parce qu'elle a pu poser des mots aussi sur ses difficultés, et pas juste tu sais pas gérer tes émotions, calme-toi. Enfin voilà. Et voilà, et elle est très heureuse et très sereine dans sa scolarité, chose qui n'était pas le cas en tout cas quand ils ont consulté. Merci. Et alors moi c'est Jeanne, alors je ne savais pas qu'elle serait là, elle est derrière moi, je ne savais pas qu'elle allait venir. Donc c'est la première élève dyslexique profonde que j'ai... J'en ai eu d'autres sans doute avant elle, mais je ne les ai pas repérées. Je n'étais pas assez formée ou pas assez informée pour ça. Et elle, je l'ai vraiment accompagnée sur toute la mise en place du processus pour arriver à l'entrée au collège avec une certaine autonomie, l'ordinateur, etc. J'ai beaucoup appris grâce à elle. Et elle m'avait dit à l'école primaire qu'elle voulait être écrivain. Je trouve que pour une dyslexie profonde, c'est formidable déjà. Et puis l'année dernière, elle est en 3e maintenant, elle m'a envoyé un petit texte, elle m'a fait passer par sa maman un texte qu'elle avait écrit. Je trouve ça super émouvant. Voilà. Magnifique. Merci Jeanne. C'est magnifique. Non, j'ai plein de prénoms, de noms d'enfants qui ont suivi leur chemin. D'une façon ou d'une autre, il faut vraiment bien s'entourer et aller voir des spécialistes le plus vite possible pour réussir à mettre des mots sur ces mots. et ça permet très vite d'éviter en fait d'avoir toutes ces difficultés en fait. Et ça veut pas dire que le chemin n'est pas tout simple, hein. Mais ça vaut vraiment le coup d'être bien entouré pour s'en sortir. Donc vous avez mis quand même l'accent sur quelque chose qui est important, je trouve, c'est le regard de l'autre, du coup sur la cour d'école justement. Comment aider cet enfant sur cette cour d'école pour qu'il ne soit pas exclu, parce que finalement c'est ce qui va se passer. Est-ce que vous avez aujourd'hui des pistes? Comment est-ce que vous faites En fait, moi je pense que quand l'enfant déjà il a compris c'était quoi ses difficultés et sa différence, ça lui permet d'expliquer aux autres. Parce que quand il comprend pas, quand il peut pas nommer, il peut pas se défendre face aux moqueries parce qu'il a pas les mots pour expliquer. Et les autres enfants, ils se moquent tout simplement parce que c'est de la différence et que, pardon, mais notre société stigmatise la différence. Et en fait, dès qu'ils ont ces outils-là, il y a plus d'expérience, il n'y a plus de moquerie. Et beaucoup moins en tout cas. Ils le tolèrent beaucoup mieux. Et d'expliquer par exemple, oui j'ai besoin d'un tiers-temps à l'examen, mais toi tu portes des lunettes en fait. Sans tes lunettes, l'examen tu peux pas le faire. Moi mon tiers-temps c'est pareil. Ça viendrait à l'idée de personne de te dire, tu vois rien mais enlève tes lunettes, débrouille-toi, fais un effort, fais comme les autres. Et en fait d'amener des comparaisons sur des choses comme ça qui sont
enfin, voilà, les lunettes, je pense que ça fait un moment que c'est devenu normal. De pouvoir faire la comparaison avec ça, ouais, on a juste besoin d'une adaptation et on a quelque chose de différent, mais c'est pareil en fait. Oui, sauf que tout ce qui est 10 ou TAD, c'est compliqué à expliquer. En fait, donc c'est d'autant plus difficile à expliquer à un enfant du même âge et pour qu'il arrive à le comprendre. Donc en fait, il faut aussi que la famille, je crois que la famille aussi, il faut qu'elle chemine en même temps que l'enfant pour réussir à accepter. C'est comme toute différence. Hein. La difficulté, c'est que ça ne se voit pas aussi. Voilà. C'est ça. C'est peut-être plus compliqué, je trouve, pour les TDAH que les 10, en fait, leur relation aux autres. Parce que il y en a un qui reste quand même dans le domaine de l'apprentissage et puis l'autre ça va être plutôt dans le domaine du comportement et là parfois c'est plus compliqué donc comme les filles ont dit un climat de bienveillance qui soit capable de nommer que leur cerveau fonctionne peut-être pas tout à fait comme tout le monde mais que c'est pas grave en fait et un adulte bienveillant qui est là aussi pour que l'enfant puisse venir chercher s'il se sent en difficulté face à un enfant qui pourrait le stigmatiser, juste pouvoir aller chercher l'adulte référent en disant écoute, je n'arrive pas là, viens m'aider. C'est vrai que c'était un truc qu'on n'entendait pas beaucoup parler, mais aujourd'hui au niveau vous étiez enseignante, comment vous n'aviez pas de formation, comment vous avez pu vous adapter à ce genre de troubles qui arrivent et finalement vous êtes peut-être démunis, vous avez... c'est une vraie question. Hein. Enfin, là, on est un peu dans le monde des bisounours. Là, la prise en charge des enfants, on est tout enthousiastes, là, toutes les quatre. En fait, c'est quand même très, très complexe. Non, on n'est pas formé. On n'est toujours pas formé. D'accord. Donc, on se forme tout seul. On manque de moyens, tout simplement aussi. Quand on veut diriger les familles vers les spécialistes, des fois on les envoie vers un mur parce que pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste, c'est la croix et la bannière, un neuropsy, enfin il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent devant nous. Donc non, c'est pas simple. Moi, je trouve pas ça simple. Non, c'est extrêmement compliqué, même pour nous, spécialistes. Pour donner un exemple, nous, il y a quelques mois, on avait 1 an et demi d'attente pour recevoir un enfant. En fait, c'est inconcevable de dire ça à un parent qui nous appelle en détresse en disant là ça va pas, tout va mal. Leur dire écoutez, je suis désolée, je peux pas vous recevoir avant 1 an et demi. Non, mais c'est impossible. Alors nous, ça s'est apaisé parce qu'on a réussi à recruter des nouveaux psychomotriciens dans le cabinet. Mais les orthophonistes, c'est débordé. Mais on a besoin de médecins pour coordonner et on est malheureusement dans une région où on n'a pas de médecins qui coordonnent les situations parce qu'on n'a pas de neuropédiatres disponibles. Qui sont disponibles. Je vous remercie. Autour de la table, donc j'avais Hélène Fouquet, psychomotricienne. Je vous remercie Hélène. J'avais également Mathilde Pichon, orthopédagogue. J'avais également Isabelle Constanti, enseignante, et Humo Marie-Claire, enseignante à la retraite. Je vous remercie à toutes les quatre. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairés. Merci, au revoir. Nous passons maintenant au témoignage. En première partie, nous avons Jeanne, Jonas et Mila, qui sont des jeunes qui ont des troubles 10 ou TDAH. Et ensuite, nous aurons les mamans Sharon et Oslem qui vont parler de leur enfant. Alors bonjour Jeanne et Jonas. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Jonas, j'ai 16 ans, je suis en première. Et un truc que j'aime faire dans la vie, je dirais que j'aime bien faire du basket. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis en 3e, j'ai 14 ans et j'adore regarder des séries, des films. Et Mila ? Bonjour, je m'appelle Mila, j'ai 11 ans, je suis en 6e SECPA et ma passion c'est de faire de la pâtisserie. Alors, à l'école ou dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à cause de ton trouble, Jeanne ? Je pense que je me fatigue beaucoup à l'école, très vite. Dès la première heure de cours, ça devient très vite compliqué. Mais sinon, ça va. Et Jonas ? Moi, je dirais le plus difficile, c'est de rester concentré sur une seule chose en même temps, que ce soit en cours ou dans la vie de tous les jours. En cours, par exemple, j'arrive pas à me concentrer que sur les cours, je suis toujours obligé de regarder l'extérieur et tout ça. D'accord. Et Mila ?
Lire, écrire, me faire confiance, que les autres m'aiment, qu'ils soient amis avec moi. J'ai mis en place j'ai fait un exposé qui raconte ce que c'est mes difficultés et pourquoi je partais, pourquoi il y avait des gens qui venaient dans la classe ou qui venaient me chercher. Est-ce qu'il y a des choses, des personnes ou des outils qui t'aident vraiment dans ton quotidien, Jonas? Il n'y a pas vraiment de personnes qui m'aident dans mon quotidien parce que j'en parle pas vraiment beaucoup, mais je dirais il y a plus des outils comme des balles anti-stress ou par exemple dessiner, ça m'aide beaucoup. D'accord. Jeanne? Moi, c'est l'aide humaine qui m'aide beaucoup. Et aussi, j'ai eu un ordinateur, donc ça m'a beaucoup aidé pendant très longtemps. D'accord. Mes parents, ma maîtresse, l'ergothérapeute, la psychomotricienne et l'orthophoniste et mon ordinateur. Et j'ai fait une fiche avec la psychomotricienne qui raconte... Parce que si vous avez plus confiance en vous, j'ai fait une fiche et j'ai marqué toutes mes qualités et je l'ai accrochée quelque part pour que si j'ai plus confiance en moi, que je la regarde et que j'ai reconfiance en moi. Merci. Comme Mila est en différé, vous inquiétez pas si vous l'entendez un peu après, c'est normal. Elle n'est pas avec nous en studio. Et la prochaine question. Si tu avais un message à faire passer au professeur, pardon, j'ai les émotions aussi parce que je suis maman d'une fille dyslexique, je le rappelle, aux parents ou à d'autres jeunes comme toi, qu'aimerais-tu leur dire, Jeanne? Soyez patients et compréhensifs. C'est dur pour les enfants, mais ça finira par s'arranger. Merci. Jonas? Moi, je dirais qu'il faut accepter que les enfants ou même les adultes, ils aient plus de mal et essayer de les accompagner là-dedans. Merci, c'est vrai, je suis d'accord. Et Mila? De se faire confiance déjà d'une et d'aider leur enfant à réussir et à ajouter des aides à leur vie, on va dire. Merci beaucoup pour votre participation et j'espère que ça continuera à aller bien dans votre vie, surtout pour vos études et tout ça. Et bravo pour votre patience et votre confiance surtout parce que c'est énorme ce que vous faites comme effort. Je le vois déjà chez ma fille. Vous êtes géniaux en fait. Vous avez une force que j'ai pas, 3 heures sur des devoirs, moi je fatigue. Et vous, bravo en tout cas. Et merci beaucoup. Et maintenant on va passer à vous, donc les mamans. Est-ce que vous voulez répondre par rapport à ce que vous avez entendu là, par rapport aux jeunes Oui, en fait, moi, j'ai remarqué, je sais que, comme vous dites, vous avez des aides en classe, etc. Vous avez des ordinateurs, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Et c'est très important. Et aussi, il y a la patience aussi, c'est vrai, qui joue beaucoup. J'ai travaillé avec des enfants aussi, donc je sais que c'est très difficile pour vous parce que vous avez des difficultés. Mais il faut qu'en tant que professeur, en tant qu'aide, etc., que professeur surtout dans les écoles, moi, là où j'ai remarqué pour ma fille aussi, on a eu beaucoup de mal, c'est de trouver des aides et de la compréhension auprès des autres. De savoir qu'un enfant qui a des troubles dyslexiques n'est pas un enfant bête, n'est pas un enfant stupide, qui ne veut pas faire d'efforts, qui veut pas avancer, etc. Parce que c'est pas vrai en fait. Et moi je vous encourage à continuer à avancer, à faire entendre vos voix. Donc c'est bien de dire ce que c'est, de dire ce dont vous avez besoin et comment ça doit marcher parce que ça vous aide, ça nous aide à mieux vous comprendre. Et je vois que les émotions, c'est pas que toi, moi aussi, je retiens des choses. Et c'est aussi pour faire entendre aux gens que voilà, on y arrive, on va y arriver. Et on va avancer tous ensemble, mais on va y arriver parce qu'il faut que les gens commencent à comprendre que c'est pas par paresse, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que je n'y arrive pas. C'est ce que ma fille m'a dit en fait. Quand j'ai commencé avec elle
à comprendre son trouble, sa dyslexie, à savoir qu'il y avait vraiment un problème, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, maman, j'y arrive pas. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une difficulté en fait. Et c'est pour elle aussi que je fais ça. Pardon, mais... Et donc en tant que parent, qu'est-ce qui se passe pour vous quand le diagnostic tombe? Est-ce que Oslem, tu veux dire un mot dessus? Alors, c'est vrai que quand moi j'ai eu le diagnostic pour ma fille, j'ai vraiment cru que le ciel me tombait sur la tête. Dans ma tête, ça y est, c'était handicap, et donc ça veut dire que elle avait plus d'avenir. Je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement dépourvue. J'en ai pleuré. La neuropsy m'a dit, elle ne sait pas qu'elle n'est pas intelligente, mais elle va avoir effectivement des difficultés. Mais de là, je me suis retrouvée sans spécialiste, sans savoir quoi faire, sans savoir où aller, à part suivre des séances de neuropsy qui n'étaient même pas remboursées. Donc, je me suis vraiment retrouvée dépourvue. À l'école, ça se passait pas bien parce qu'effectivement, elle était tout le temps harcelée, mise de côté. C'était difficile. Là où j'ai commencé à prendre confiance un peu en moi, c'est quand la maîtresse, je lui en ai parlé du diagnostic en CE2, et qu'elle me dit, vous savez, moi aussi je suis 10, mais c'est pas pour ça que la vie est finie. Au contraire, il y a de l'espoir, elle va y arriver. Elle m'a vraiment motivée, m'a donné le chemin, vraiment la clé pour dire non, il faut que je sois forte pour ma fille. Et c'est vrai que c'est très difficile à entendre que notre enfant peut avoir un souci, surtout qu'on ne sait pas quoi faire en fait, on est vraiment dépourvu. Moi, quand le diagnostic est tombé, on n'était pas encore en France, en fait on était encore à Maurice. Et j'ai entendu dyslexie, je me suis dit on va se renseigner, on va voir ce que c'est. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est pas que elle, moi aussi j'ai de la dyscalculie, mais je le sais pas, je le savais pas. Donc je l'ai appris en apprenant que ma fille était dyslexique. Et j'ai découvert aussi que dans la famille, il y a plusieurs enfants, en fait les cousins cousines, il y en a pas mal qui sont dyslexiques. Et mes cousins à moi, il y en a aussi. Donc tout doucement, en fait, on apprend plus de choses sur la dyslexie. Et aussi, ça m'a permis en fait de me dire, ok, maintenant qu'on a ça dans les mains, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut trouver des solutions? Qu'est-ce qui peut l'aider? Comment on avance? Et c'est vrai que c'était difficile parce qu'on avait un orthophoniste, mais on n'avait pas les moyens de se payer les visites parce que c'était pas remboursé ou quoi que ce soit. Donc j'ai dû moi-même me baser sur Internet, etc., avec beaucoup d'aide, essayer de trouver, goupiller quelque chose. C'est nous, entre nous. On a travaillé sur sa dyslexie comme ça au départ. Et maintenant ici, quand je suis arrivée, je pensais arriver ici en me disant la solution c'est en France on trouvera d'autres trucs, on trouvera des associations, on trouvera de l'aide. Mais finalement pour vous retrouver encore coincé parce que on n'avait pas de rendez-vous orthophoniste parce qu'il fallait attendre au moins 1 an. Maintenant 1 an et demi comme on le disait tout à l'heure. Et aussi à l'école, j'ai essayé de voir, je pensais que ça allait être pris en compte directement, mais il fallait un PAP. Mais pour avoir le PAP, il fallait un bilan orthophoniste que j'avais déjà, mais qu'il fallait refaire parce que ça faisait 3 ans, mais sauf qu'en 3 ans, elle n'était pas plus dyslexique ou moins dyslexique, elle était toujours dyslexique. Et du coup, je me suis dit, c'est un parcours en fait de combattant, il faut continuer, donc j'avance. Et quand j'avance, on me dit, vous pouvez avoir un rendez-vous, mais parce qu'il y a un site en fait en ligne sur lequel on peut prendre rendez-vous, mais c'est pas remboursable. Il n'y a pas de solution, on va faire ça. 50 € la consultation, ok, 150 € le bilan. Sauf qu'il y a 3 bilans à faire. Bilan orthophoniste, bilan dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, rien n'est remboursé. À un moment donné, on ne peut pas tout faire en fait. Et au jour d'aujourd'hui, elle a une consultation par mois si on peut se le permettre et si moi j'arrive à payer tout, ou 2. On voit comment on gère, on avance comme ça. Et à côté de ça, on travaille toutes les deux. Surtout elle toute seule, donc je suis très fière d'elle, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Parce qu'elle travaille toute seule, elle le fait toute seule, elle veut le faire toute seule, donc elle avance et nous on l'encourage derrière et on l'aide à avancer. Mais par contre là, même avec le PAP,
le collège, elle vient de faire un contrôle, mais c'est une évaluation. Et ça n'a pas été mis à... il n'y a pas eu d'adaptation en fait. Elle a fait l'évaluation au même niveau que les autres. Donc elle s'est retrouvée avec des résultats pas adaptés à sa difficulté, ses difficultés. Et elle était déçue. Et ça, c'est quelque chose que je pense que Jeanne, ça te parle, et Jonas aussi. Donc, du coup, vous vous retrouvez en fait, en gros, dans des conditions où on vous met avec les autres, avec des enfants qui ont des capacités autres, voilà. Et on vous dit, vous faites le même travail dans le même temps imparti, avec les mêmes conditions. Et quand vous avez un résultat d'après vos capacités à vous, mais pour quelque chose qui n'est pas adapté, forcément, ce n'est pas un super résultat. Forcément, vous allez voir un 6, un 0, un 2, je ne sais pas. Mais ce n'est pas du tout adapté à vos capacités à vous. Donc nous, on s'est entendu dire, encore une fois, cette histoire de enlever les lunettes des enfants qui portent des lunettes en classe. Et ce sera la même chose, en fait. On sera tous au même niveau. On a eu une prof qui a dit à ma fille, si je te donne du temps adapté, ce ne sera pas juste pour les autres. Donc c'est juste pour ma fille de rester comme ça sans adaptation en fait. Que ce soit pas juste pour un enfant, c'est pas grave. Mais pour les autres, non. Donc voilà. Donc c'était un peu l'histoire compliquée. On continue aujourd'hui avec Özlem. Mais tu as raison, hein, je rebondis sur ce que tu dis. Et, ma fille aussi, elle a un PAP. Et, en 6e, c'était encore bien pris en compte. Et là, en fait, elle est quand même... Son TDAH est pas visible, elle le retient, elle le cache en fait vraiment au collège. Et elle le cache beaucoup, sauf à la maison où c'est vraiment dupliqué en x100. Mais à l'école, quand elle le cache, c'est difficile de le voir. Quand elle a des difficultés, elle dit au professeur, normalement, moi, je ne dois pas être dans le fond de la classe, je ne dois pas être avec des garçons turbulents. Et finalement, elle a beau le dire, ça ne change pas. Elle a beau dire, je ne comprends pas cette leçon-là, elle est obligée de repartir à la fin du cours pour qu'on lui réexplique. Ou alors, il faut que moi, derrière, je refasse le cours derrière le soir pour reprendre en fait ce qui n'a pas été compris dans la journée. Et je trouve que cette année, la mise en place du PAP est plus compliquée parce que justement, elle se débrouille bien au niveau des notes, mais parce que moi, derrière, je suis toujours en train de la suivre en fait. Je fais la prof plus le soir, plus la maman, plus voilà, j'ai plusieurs casquettes le soir et je dois toujours surveiller ce qu'elle fait, faire le timing de tout ce qu'elle doit apprendre, les cours, les leçons. Si je ne fais pas ça, je vais la perdre. Et le minimum serait qu'effectivement l'école respecte le PAP, lui donne du temps supplémentaire et ça pour l'instant effectivement c'est pas encore adapté, c'est pas encore mis en place. C'est plus difficile. Oui. Et dans la vie quotidienne, chez vous, est-ce que vous avez des anecdotes en tant que parent de ce que vous vivez pour expliquer à des familles soit qui sont dans la même situation ou qui ne connaissent pas du tout ces troubles ? Est-ce que vous avez des petites histoires, des anecdotes, que ce soit des difficultés ou des réussites aussi Oui, on a des réussites quand même. En fait, on a eu récemment, elle est arrivée toute contente. Et puis, elle avait l'ordinateur pour travailler dans sa chambre, sur ses devoirs, sur ses leçons. Et à un moment, elle vient me voir et me dit « Hey, maman, tu sais, aujourd'hui, j'ai réussi à travailler sur l'ordinateur sans être distraite. » À faire mes devoirs à côté, maman, sans être distraite. C'est notre petite victoire à nous. Donc, on était contents. Et ça nous a fait du bien. Et voilà. Donc, c'est vrai que moi, la mienne, par exemple, quand en fait, il y a un sujet qui va l'intéresser, elle va être à fond, à 100% dessus. Je sais qu'en ce moment, elle aime bien l'histoire. Là, hier soir, je lui ai dit, révise la physique. Et je l'ai vue en train de réviser son histoire et elle connaissait son cours par cœur à la fin. Je dis, en fait, c'est ça, de la reconcentrer sur ce qu'elle doit faire et pas sur ce qu'elle aime faire. Et c'est vrai que je suis une psychologue canadienne qui disait, en fait, le TDAH n'existerait pas si la vie n'était faite que de passion. C'est vrai que si on ne pouvait faire que ce qu'on aimait, le TDAH, c'est vrai que ne représenterait pas autant de problèmes parce que finalement, le TDAH, on doit aussi s'adapter à des choses plus ou moins intéressantes dans la vie de tous les jours. Quoi. Oui, ça n'empêche pas qu'ils aient des qualités, des choses qu'ils aiment faire et vraiment, c'est vrai qu'ils se mettent beaucoup sur des choses qu'ils aiment et ça dévie en fait. Ils font leurs devoirs et puis il y a une chanson et cette chanson devient plus importante que le devoir parce que en fait,
ils peuvent pas s'en empêcher. Moi, je peux écouter une chanson, faire mes devoirs en même temps, sans que la chanson prenne le dessus sur mes devoirs. Mais je sais qu'elle, c'est une chanson qu'elle aime beaucoup, donc c'est ça qui va, voilà, ça va la distraire. Elle va arrêter, elle va reprendre, mais bon, ça l'a arrêté dans sa concentration, quoi. Il y a des similarités, je pense, TDAH et dyslexie par rapport à ça. Dans le TDAH aussi, ce qui est plus compliqué, c'est vraiment, on est aussi un petit peu pas un petit peu, mais vraiment dans l'opposition aussi, encore plus qu'on est dans l'adolescence, parce qu'elle est rentrée dans l'adolescence. Donc c'est vrai que, en fait, les conflits sont vraiment dupliqués, je vous dis, par 100. La moindre chose que je vais dire, ça va être un claquement de porte, ça va être le refus total de communication. Au point où des fois on est là, mais qu'est-ce qu'on fait, c'est vrai que, et là on doit en tant que parent se contrôler, se dire entre guillemets c'est normal, il faut qu'on arrive à trouver des outils, et comme je disais, en fait on n'est pas accompagné du tout, donc on sait pas comment se comporter, on ne sait pas comment faire, et on fait sûrement des fois bien, des fois pas bien, avec ce qu'on a, voilà, avec ce qu'on a, et c'est vraiment un trouble qui peut être très très handicapant pour les parents, parce qu'en fait, on a notre enfant qui l'âge de l'opposition c'est 2-3 ans quand même, et nous à 12-13 ans on a encore, de 2 ans jusqu'à maintenant, on a toujours eu en fait cette impression où elle doit faire ce qu'elle veut, et puis nous on a le droit de rien dire en fait, et c'est très difficile de recadrer les choses à chaque fois. Il faut toujours les recadrer, il faut toujours les remettre en place. Et ça, c'est compliqué. C'est fatigant. C'est fatigant, ouais. Et je pense que l'attention, en fait, parce que dans le TDAH, dans le trouble d'attention, nous, la dyslexie aussi, c'est l'attention en fait qui n'aide pas, parce que le fait que elle puisse pas se concentrer plus de 15 minutes au départ, c'est difficile. Et Jeanne, tu disais tout à l'heure, la concentration pour toi, ça te fatigue en fait. Et moi j'ai lu quelque chose là-dessus aussi qui dit justement que vous ayez besoin, et toi aussi Jonas, ça t'arrive, de vous concentrer autant en classe, fait que vous êtes fatigué, mais plus fatigué que les autres, parce que si c'est un petit texte sur lequel eux ils ont besoin de lire 15 minutes, c'est bon, c'est plié, ils ont fait. Vous avez besoin de 45 minutes, vous avez peut-être besoin d'une heure, parce que en fait je pense que l'attention elle est là 5 minutes, elle repart, elle revient, elle repart. Donc il faut se recentrer plusieurs fois, et c'est fatigant. D'où la fatigue le soir. D'où la fatigue le soir. Et qu'il faut refaire des devoirs le soir. C'est ça qui est compliqué en fait. C'est que déjà toute la journée, ils ont été obligés de se sentir, je pense que dans toute la journée, vous sentez obligés de bien suivre, de bien écouter, et arriver le soir, il faut se lâcher. Non, en fait, il ne faut pas se lâcher, parce que le soir aussi, il y a encore des devoirs. C'est ça. C'est ça qui est compliqué. Et c'est pareil pour tout, parce que le soir, il rentre, il est 18h, enfin, à peu près, et là, il faut prendre le goûter, parce que même si c'est tard, c'est le goûter. Après le goûter, c'est les devoirs. Mais en fait, encore. Et encore, il faut se concentrer, il faut se remettre dedans, mais il faut se remettre dedans pendant des heures, jusqu'à ce qu'on arrive à maîtriser quelque chose, mais qu'on sait qu'à un moment donné, le lendemain, enfin moi en tant que maman en tout cas, je sais que le lendemain, elle va devoir recommencer parce qu'elle aura déjà oublié certaines choses. Et encore une fois, lui dire, mais c'est pas de ta faute. C'est que c'est comme ça en fait. C'est ton trouble qui fait ça. Mais voilà, trouver le juste milieu, c'est difficile. Et nous, pour nous en tant que parents, je pense que la difficulté aussi, c'est la fatigue. On se réveille, le soir, on arrive après le travail, nous aussi. Donc, on doit gérer ça. Et l'exemple, comme tu disais, les exemples, mais le jour où elle avait besoin de lire un livre en entier, sans qu'il y ait d'adaptation, même si c'était 5 chapitres du livre, mais on a ramé. Lire 10 pages, c'était... D'ailleurs, le neuropédiatre lui disait, si elle arrive à lire 2-3 pages, c'est déjà bien. Mais 2-3 pages, quand vous avez 250 pages à lire dans 10 jours, non, c'est compliqué. Pas possible. Et vous, en tant que parent, en fait, les troubles, ils ne s'arrêtent pas à l'école. Non. Ils vous suivent aussi dans vos quotidiens, alors que vous n'êtes pas du tout informé ou formé. Non. Et avant les diagnostics, est-ce que vous aviez déjà entendu parler des troubles 10 ou des troubles TDAH ou pas du tout ? Pas du tout. Non, on entendait... Moi, sans savoir ce que c'était. Non, non, parce que même en étant prof à l'époque, on avait quelques petits trucs, mais c'était pas du tout... Non, pas du tout. C'était plus des enfants paresseux, des enfants qui n'y arrivent pas, des enfants... On les mettait de côté, mais on ne savait pas en fait. Aussi, une mauvaise éducation de la part des parents. C'est tout ce qu'on nous disait et les enfants étaient mis de côté. Mais il n'y avait pas de l'autisme, oui, on entendait parler d'autres choses, mais pas de ça. Et du coup, c'est vraiment avec le diagnostic que vous êtes renseigné sur le sujet et que... C'est ça, tout à fait.
vous avez connu ces troubles, quoi. D'ailleurs, ce petit guide là qui est sur la table, le petit guide illustré de TDAH de Alice Gendron. Franchement, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est 80% de ce qu'il y a là-dedans, c'est parce que fait ma fille. C'est incroyable. C'est au moins des images, c'est posé, c'est écrit et ça t'a aidé c'est ça, à me dire à comprendre. en fait voilà, c'est normal, entre guillemets, c'est normal. C'est bien. Mais nous, pour la dyslexie en tout cas, tu vois, par exemple, déjà il y a tellement de choses à voir sur la dyslexie que moi, les TDAH, quand je le vois passer, c'est pas ça. Donc je continue avec la dyslexie parce que je suis focus dessus. Mais c'est vrai que quand on en a reparlé avec Ozlem, on a bien vu que il y a beaucoup de similarités. Oui. Là, c'est des troubles de l'apprentissage et du coup, il y a des choses qui se... Et parfois, on peut avoir les deux aussi. Merci. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non. Vous voulez répondre réagir à quelque chose ? Non, c'est bon ? Si, le livre, le guide, je le conseille vraiment, ma maman elle l'a et c'est assez utile. Et toi, est-ce que tu l'as lu ? Non, j'arrive pas à lire. C'est pour les parents. Mais tu penses que pour les parents, ça peut être utile ? Oui. Ok, merci pour vos témoignages, merci pour vos conseils. Nous passons à la partie ressources et solutions. Donc nous accueillons Thérèse, la présidente de Takamede, et Christina, qui est une maman qui a fait appel à l'association Takamede pour son fils. Bonjour à vous deux. Donc je vais vous laisser Thérèse présenter votre association Takamede et nous expliquer un peu vos missions. Alors l'association Takamede a été créée en 2015 afin d'organiser le Téléthon à Chemillé. Et en 2017, j'ai pris la présidence et on a donné comme mission à Takamede aider les personnes malades et handicapées sur le secteur de Chemillon-Anjou. Alors, les principales missions, nous avons trois missions. D'abord le Téléthon, que nous organisons le 29 et 30 novembre 2025 pour collecter le maximum de dons pour aider la recherche et aider les malades. La deuxième, nous avons adhéré au Bouchon d'Espoir 49 en 2017. Alors, ce qui permet de collecter des bouchons. Alors, Takamede collecte, trie les bouchons. Et ensuite, les Bouchons d'Espoir 49 commercialisent. Et ce sont eux qui accordent des aides financières pour aider le quotidien des malades ou handicapés, l'aménagement par exemple d'un local, d'une maison, du matériel. Mais ils interviennent sur le Maine-et-Loire, sur tout le Maine-et-Loire. Et notre troisième, nous avons créé plusieurs partenariats avec des associations chemilloises. Par exemple, le week-end prochain, 16 bénévoles de l'association Takamede vont aller aider la Clé de Sol qui organise le concours de chant. Un manque de bénévoles. En contrepartie, la Clé de Sol va nous remettre un don pour Takamede. Alors nous avons plusieurs associations avec qui nous avons des partenariats. Et d'autre part, nous avons Caillot Herboristerie de Chemillé qui nous donne des bonbons et des tisanes toute l'année. Et nous vendons ces tisanes et bonbons. Et cet argent sert à accompagner après des enfants sur le secteur de Chemillé ou des malades. Merci Thérèse. Maintenant, je me tourne vers Christina et je vais vous demander comment vous avez connu l'association Takamede et comment elle vous a aidé. Alors, je m'appelle Christina. Je suis la maman d'un petit garçon, Hugo, qui est atteint d'un trouble autistique. Et j'ai découvert l'association par le biais des écoles, puisque mes aînés sont dans une école qui récolte les bouchons. Et puis je suis moi-même enseignante et à l'école de Valenjou, nous récoltons les bouchons. Et nous sommes même venus un samedi matin découvrir chez Thérèse le tri des bouchons. Voilà, donc on a appris à se connaître comme ça. Et donc quand on lui a diagnostiqué ce syndrome, eh bien, très naturellement, on est allé vers l'association parce que nous n'avions pas d'allocation pour prendre en charge tous les frais pour notre fils. Sachant que nous avons mis en place pour lui une thérapie par le jeu chez nous. Et donc les premiers mois, nous n'avions aucune aide financière de la MDA, parce qu'Hugo était trop jeune, il avait à peine 2 ans à l'époque.
Et maintenant, voilà, on a été aidé pendant 1 an par l'association qui a payé les frais liés à la psychologue clinicienne qui supervise cette thérapie par le jeu. Et puis Thérèse a également trouvé 2 mécènes qui ont accepté de payer à chaque fois 1 mois de prise en charge. Et comment se passe donc le premier contact quand, par exemple, si moi j'ai besoin de contacter votre association Takamede, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, aujourd'hui, nous avons 74 adhérents à l'association, dont 4 associations. Donc, nous sommes très, très contents parce que nous avons eu 10 personnes qui nous ont rejoints là, dans l'année, depuis le 1er janvier. Et alors, souvent, ce sont les chefs d'établissement qui envoient la famille vers moi. On constitue un dossier. Après, on l'étudie en conseil d'administration, mais très rapidement. On essaie de répondre rapidement à la demande. Alors, par exemple, en 2025, là, nous avons une demande de Michel atteint de la maladie de Parkinson. Pour monter dans sa voiture, il lui fallait un siège pivotant. Alors, on a répondu immédiatement. Ensuite, nous avons eu Sarah, un aménagement une rampe pour monter, une rampe électrifiée pour monter son fauteuil roulant dans sa voiture qu'on a financée. Pour Hugo, des séances en ergothérapie. Et puis on a eu Arthur là, ça a été demandé pour financer, pour qu'il aille faire un camp accompagné d'un éducateur 24 heures sur 24. Alors nous avons participé au financement et on essaie de répondre à toutes les demandes en fonction des dons qu'on reçoit, des aides. Mais on est très réactifs pour aider les familles. Que si quelqu'un a envie de vous aider, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, tout d'abord, on a créé la lettre Takalire qu'on transmet trimestriellement pour informer déjà l'agenda, nos actions, et puis des messages de famille ou quelque chose. Alors, les personnes qui veulent nous soutenir, elles peuvent rejoindre l'association. L'adhésion est de 2 € pour une personne ou 10 € pour une entreprise, une association. Et puis, donc, on fait pas mal de publicité. Là, par exemple, on fait la grande collecte des bouchons. Pour le Téléthon, on sera Leclerc et Super U à distribuer des flyers. Alors, on essaie de communiquer sur Facebook également. Et puis, on va sans doute créer un site rapidement. Ok. Oui, voilà. Ok, très bien. Et donc, vous, comment vous avez entendu parler vous les avez contactés directement Alors, comment vous les avez contactés avant de postuler pour pouvoir être aidée, on m'avait demandé un courrier dans lequel j'expliquais déjà de qui il s'agissait dans notre famille et où il en était aussi au niveau de son handicap, la reconnaissance. Donc voilà, j'ai écrit une lettre que j'ai adressée au conseil d'administration qui, quelques semaines plus tard, a donné une réponse favorable. Et on demande également une attestation du quotient familial de la famille pour s'assurer que la personne rentre bien dans le cas. Oui, ok. Et est-ce que vous cherchez aussi des personnes pour venir parce que ça peut être des dons, mais ça peut être aussi pour participer. Tous les bénévoles, tous ceux qui veulent venir. On a une petite jeune fille de 11 ans que j'ai rencontrée lorsqu'il y a eu à l'école de Notre-Dame la journée européenne. Lola, qui est venue me voir le soir, qui m'a dit moi je voudrais aller avec toi aider. Et donc elle m'a rappelé là. Et donc elle va venir au Téléthon, passer quelques heures au Téléthon comme bénévole. Ok, donc on peut vous contacter pour être sans bénévole problème. ou vous cherchez aussi du monde. Oui, et puis pour la collecte pour le tri des bouchons, on est toujours preneur. Le centre social nous a envoyé quelques personnes et là on va continuer avec le centre social parce que on a de plus en plus de bouchons. Là, il y en a 6 tonnes de prêts à partir. Ah oui. Et après, vous en faites quoi alors les bouchons? Qu'est-ce qui arrive pour ce bouchon? Alors les bouchons de Liège, les vrais bouchons de Liège partent à Bordeaux. Les faux bouchons de Liège qui sont un peu plastifiés partent en Belgique parce qu'on avait une société avant qui a déposé le bilan. Mais on a retrouvé quelqu'un en Belgique ils viennent les chercher. Hein. Ah oui. Et le plastique part à Langres, en Haute-Marne. Et les entreprises se déplacent. Hein.
Et vous, après, ça vous apporte quoi Alors après, c'est les bouchons d'espoir qui gèrent, qui commercialisent et qui accordent des aides. Hein. Non, ce n'est Takamede, nous c'est bien clair, on collecte et on trie. Le local de stockage est à Mollet. Alors l'entreprise vient les chercher à Mollet et après c'est les bouchons d'espoir qui font après les actions. Est-ce que les familles ou les parents qui vous contactent, est-ce que c'est forcément des enfants ou des personnes qui sont diagnostiquées ou pas forcément? Est-ce qu'il faut avoir un diagnostic de posé? Non. Les enfants 10, là, qu'on aide, là, on a fait une opération collective en 2024. Oui. Donc, on s'est rapproché des chefs d'établissement et on a remis 40 livres par école sur les 18 écoles. Ça faisait une commande de 720 livres destinés aux enfants 10. Ouais. Aux enfants 10. Et les chefs d'établissement me disent que ces livres servent également à des enfants qui ont des problèmes de lecture. Voilà. Je voulais mettre de mots sur son état. Et donc, quand l'association nous a aidés pendant ces 8 mois, eh bien, Hugo n'avait aucun diagnostic. Il l'a eu bien après. On peut se tourner vers vous comme ressource et vous pouvez agir sur les écoles, des enfants. Oui, particulièrement individuellement, mais aussi collectif. Voilà. Ok. Et même si c'est des parents ou des familles qui ont des questions, qui ils vous contactent. Ils peuvent nous contacter. Et est-ce que ça faut habiter sur Chemillé et les communes alentours ou pas forcément? Chemillé en Anjou. Faut quand même habiter sur Chemillé en Anjou. Oui, parce que j'ai des demandes d'écoles extérieures, de familles extérieures qui m'appellent. Est-ce que vous pouvez nous aider? On a un enfant qui a besoin. C'est bien notre association. D'aider les personnes malades et handicapées sur Chemillé en Anjou. Ok, d'accord, voilà. Ça marche. Donc vous pouvez les contacter s'il y a des parents, des familles qui nous entendent. Oui, voilà. Vous pouvez aller vous rencontrer. Tout à fait. Ok, merci. En autre ressource, moi je travaille beaucoup avec le pôle d'appui et de ressources handicap 49. Avec Gladys et Lucille. Donc là, tout ce que vous voyez sur la table, ça provient des malles pédagogiques qui peuvent prêter. Moi, elles me les prêtent parce que je suis animatrice référente inclusion. Et du coup, elles peuvent nous prêter des malles avec des thèmes différents. Là, j'ai pris la malle sur les thèmes les troubles 10 et TDAH pour aujourd'hui. Et donc à l'intérieur, vous retrouvez des livres. Là, on a des petits objets anti-stress pour tester. Donc les familles, elles peuvent les louer aussi pour tester avec leurs enfants. Moi, je les utilise aussi à l'accueil de loisirs avec les enfants pour tester et pour voir tout ce qu'il existe et comment. Ça peut être des ressources aussi pour les familles, d'avoir des objets ou des choses, des livres qu'ils pourront acheter aussi par la suite. On va pouvoir clôturer du coup la partie ressources. On en a dit pas mal, je pense, pendant toute l'émission. Oui. Et voilà, merci à vous. Merci beaucoup d'être venus. Nous arrivons au terme de ce festival de santé consacré aux enfants avec besoins spécifiques. Cela nous a permis d'échanger, de sensibiliser et renforcer ensemble notre engagement en faveur d'une meilleure inclusion. Nous remercions chaleureusement toutes les familles, professionnels et associations, partenaires, bénévoles et bien sûr les enfants qui ont permis que cet événement soit un moment riche de partage et d'humanité. Et moi je vous remercie vous, Sharon, Oslem et Claire qui n'est pas là aujourd'hui, pour votre confiance.